Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 9 qui s'appelle déviation par un prisme. Alors je le corrige en vidéo celui-ci parce que les exercices de type prisme sont vraiment des exercices classiques en optique géométrique et donc sont à vraiment maîtriser. Donc ici on a un prisme droit en vert avec l'angle au sommet qui vaut grand A. On a un rayon de lumière monochromatique qui arrive sous incidence I1 et on va appeler grand D la déviation entre la direction d'incidence du rayon initial et la direction de sortie du prisme. Donc on va déjà faire une construction et ensuite on doit noter les angles d'incidence et de réfraction, I1, R1, I2, R2. Et on appelle les angles I extérieurs au prisme et les angles R intérieurs au prisme. Donc j'ai un petit peu zoomé le prisme. Et donc j'ai un rayon incident que je vais repasser ici en rouge, qui arrive sous incidence I1, comme c'est précisé dans l'énoncé. Je passe d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent, donc je ne vais pas faire le calcul exact, mais tout ce que je sais, c'est que je dois me rapprocher de la normale étant tracée ici en pointillé, donc je vais un petit peu exagérer, mais je me rapproche de la normale, et on appelle R1 l'angle de réfraction à l'intérieur du prisme. Une fois que j'ai fait ça, je vais tracer la deuxième normale, qui est à peu près ici. Je vais un petit peu l'agrandir. Donc ça, c'est la normale. Ici, donc j'ai une deuxième incidence. Cette première incidence, je peux l'appeler I, le point d'incidence. Ici, j'ai une deuxième incidence. Je peux également mettre en pointillé ce qu'il serait advenu de mon rayon. Et donc cette fois-ci, je sais que je passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent. Donc je dois m'éloigner de la normale dessinée en noir. Donc voilà exactement le tracé du rayon. L'angle par rapport à la normale à l'intérieur, on me demande de l'appeler R, donc je vais l'appeler R2, et l'angle par rapport à la normale en sortie va s'appeler I2. D'accord? Donc voilà, tout simplement la construction. L'angle de déviation qu'on me pose dans l'énoncé, c'est l'angle entre le rayon incident, la direction du rayon incident et la direction du rayon émergent, et donc on va l'appeler petit d. Donc voilà pour les différentes notations. Maintenant, on va écrire Snell-Descartes en I et en J. Donc en I, on n'a que n de l'air sinus I1 est égal à n du vert sinus R1. Et on a en J n du vert sinus R2 qui est égal à n de l'air sinus I2. Donc voilà les deux relations de Snell-Descartes. Il faut juste faire attention aux notations, qui est I1, qui est I2, qui est R1, qui est R2. D'accord? Donc voilà les deux relations qu'on a ici. On me demande à quelles conditions sur R2 le rayon émerge-t-il de la face de sortie du prisme. Donc ici, pour que le rayon émerge, c'est un petit peu comme pour le réfractomètre d'AB qu'on a corrigé au-dessus. Donc pour que le rayon émerge, il faut que, il ne faut pas, plutôt, que l'on ait réflexion totale. Il ne faut pas avoir réflexion totale en J. Alors, pourquoi on peut avoir réflexion totale en J? Comme on l'a vu avant, on vient d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent. Donc, c'est possible d'avoir réflexion totale en J. On sait qu'on a réflexion totale en J si le sinus de l'angle d'incidence est plus grand que N2 sur N1. Pour nous, N2, c'est l'indice de l'air, et N de V, l'indice du vert, c'est N1. Donc, pour que le rayon émerge, il faut donc vérifier. Il ne faut pas que le sinus soit plus grand que NR sur N vert, donc il faut que le sinus de R2 soit inférieur ou égal à N de l'air sur N du vert. Voilà pour cette question. Alors ensuite, on va nous demander de transformer cette condition en fait en condition sur I1 limite permettant la traversée du prisme. Donc là, on a une condition sur R2. Maintenant, on veut transformer cette condition sur R2 en condition sur I1. Donc l'angle R2 limite, on va s'affranchir de l'inégalité en travaillant uniquement avec l'angle limite. Il vérifie tout simplement sinus R2
limite égale n de l'air sur n du vert. Et le but va être de remonter jusque I1. On demande l'angle I1 limite. Donc l'idée va être de passer de R2 limite à R1 limite, puis de R1 limite à I1 limite. La deuxième partie est assez simple, c'est uniquement Snell-Descartes. La première partie, on va faire un petit peu de géométrie en fait, vous allez voir. C'est assez simple pour passer de R2 à R1. On va travailler dans ce triangle que je vais repasser en bleu. Voilà. Donc dans ce triangle-là, c'est dans celui-là qu'on va travailler. Eh bien, on va, si vous regardez bien, facilement évaluer les angles. Ici, on a R1, mais là, on a une normale. Là, si c'est bien visible. Donc cet angle-là, qu'on va appeler alpha, vaut forcément pi sur 2 moins R1, dans la mesure où on a un angle droit à cause de la normale. Et de la même manière, ici, on a aussi une normale qu'on a construit en pointillé noir. Donc ici, on a l'angle bêta qui vaut de manière immédiate pi sur 2 moins R2. Il faut que bêta plus R2 soit égal à pi sur 2. Il faut que alpha plus R1 soit égal à pi sur 2. Et donc la somme des angles dans le triangle bleu, on a tout simplement pi sur 2 moins R1 plus pi sur 2 moins R2 plus A. La somme des angles doit être égale à pi radian dans un triangle ici, tout simplement. Et donc, on va pouvoir simplifier ça. On a directement que A moins R1 moins R2 est égal à pi, à 0, pardon. Pi moins pi sur 2 moins pi sur 2. Et donc, on en déduit que A est égal à R1 plus R2. Première relation sur les angles dans ce triangle. Relation qui interviendra toujours dans les prismes, donc ça peut être intéressant de savoir la retrouver. Donc, on avait R2 limite. On a R2 limite qui vérifie tout simplement, on a sinus R2 limite qui est égal à NA sur NV. Donc R2 limite est égal à arc sinus de NA sur NV. Et donc, tout simplement, R1 limite, il est égal à A moins R2 limite. Il est égal à A moins arc sinus de NA sur NV. Donc ça, c'est la première partie. Et ensuite, on va appliquer maintenant Snell-Descartes en I. On a que NA sin I1 limite est égal à NV sin R1 limite. Et donc, on en déduit que le sinus de l'angle I1 limite est égal à NV sur NA, sinus de R1 limite, c'est-à-dire sinus de A moins arc sinus. Ça commence à être une expression pas très agréable, NA sur NV. Et donc, I1 limite, si on veut l'écrire, va être égal à arc sinus de NV sur NA sinus de A moins arc sinus de NA sur NV. Et donc, on va faire l'application numérique. Donc, c'est pas très très beau comme expression. Ici, donc on va déjà calculer arc sinus de NA sur NV avec l'indice du vert qui est pris égal à 1,5 ici. Donc arc sinus de NA sur NV, le 1 sur 1,5. Ça nous fait 41,8. Alors je vais pas mettre, pour l'instant je m'interrogerai au chiffre significatif seulement à la fin. Ça fait 41,8. Je dois soustraire 60 à ça. Ça fait 18,2. Je dois prendre le sinus de ça. Je dois le multiplier par 1,5 et je dois prendre l'arc sinus de ça et je trouve 27,9 degrés. J'ai deux chiffres significatifs, donc 28 degrés. Donc l'angle limite, on trouve un I1 limite
égale à 28 degrés. Donc voilà pour cette question. Alors ensuite, on nous demande de calculer la déviation grand D en fonction de I1, I2 et petit a. Donc la déviation grand D, je l'ai sur mon petit dessin ici, que je vais reprendre et que je vais coller ici. Et vous allez voir que c'est pas fondamentalement très compliqué à calculer. J'ai pas l'image. Bon. Je vais faire une petite capture d'écran. Ça ira plus vite. Donc je reprends mon prisme. Voilà. Et je colle ici l'image de mon prisme. Et donc la déviation grand D, je vais la calculer en fait comme étant la somme de deux angles. Je vais dire que c'est cet angle-là, ici. Alors, ça va être cet angle-là, plus cet angle-là. Donc on va le couper ici. On va l'appeler l'angle gamma, plus l'angle delta, ici. Et donc, en faisant ça, en quoi ça va nous aider? Vous allez voir que ça va nous aider assez vite, puisqu'on a que D est égal à gamma plus delta, où gamma et delta ont été définis sur le schéma. Comment je trouve delta? J'ai ici cet angle-là qui, par propriété des angles, c'est le même que celui-ci, c'est R2. Donc on a que delta, c'est égal à I2 moins R2. Et de la même manière, l'angle I1 se retrouve assez facilement ici. Donc on va avoir que l'angle gamma est égal à I1 moins R1, ici. Et donc je me retrouve avec le fait que la déviation D, elle est égale à I2 moins R2 plus I1 moins R1, c'est-à-dire I1 plus I2 moins R1 plus R2, sauf que R1 plus R2, on a trouvé à la question précédente que ça valait grand A. Et donc on se retrouve avec le fait que la déviation est égale à I1 plus I2 moins A. Donc voilà ce que vaut la déviation par le prisme. Alors dans la question suivante, on nous explique tout un tas de choses, que lorsque l'angle d'incidence varie, la déviation passe par un minimum qu'on appelle dm. Et on nous dit que le minimum de déviation, donc quand d égale dm, correspond au cas où I1 égale I2 et R1 égale R2. Et on veut trouver l'indice du prisme. Donc vous allez voir qu'on a une expression assez simple et assez connue de ce résultat. Donc quand I1 égale I2 et quand R1 égale R2, nos deux relations qu'on avait précédemment, étoile et double étoile, se simplifient. L'étoile qui nous disait que A est égal à R1 plus R2 nous dit tout simplement, si on appelle R l'angle unique, que A est égal à 2R, ou de manière équivalente que R est égal à A sur 2, et c'est la même chose ici. Si j'appelle I l'angle unique, la relation double étoile me dit que D est égal à 2I moins A, et de manière équivalente que I est égal à A plus dm sur 2. Donc on met l'indice m sur la déviation, puisqu'on nous dit que c'est la déviation minimale. Et nous, on cherche l'indice du prisme. On va aller chercher une des relations de Descartes. Et ça sera terminé. On a Snell-Descartes qui nous dit que n de l'air sinus I est égal à n du vert sinus R. Et donc j'en déduis que l'indice du vert est égal à l'indice de l'air fois sinus I. Ça nous donne sinus de A plus déviation minimale sur 2 divisé par sinus de A sur 2. Donc voilà la relation de l'indice du vert dans un prisme. Donc ça, c'est très utile en TP quand on veut mesurer l'indice d'un prisme. Eh bien, on utilise par exemple un goniomètre pour mesurer des angles. On cherche la déviation minimale. Et une fois qu'on a trouvé la déviation minimale, si on connaît l'angle au sommet de notre prisme, on a juste à faire ce quotient de sinus et à multiplier par l'indice de l'air. Et on obtient l'indice du vert.
Donc il y a une dernière question qui n'a pas grand-chose à voir avec le reste de l'exercice. On nous dit qu'on éclaire le prisme avec une lampe à vapeur de mercure. On nous a noté l'indice de raie petit n. On a mesuré le lambda pour chacune des raies monochromatiques du mercure. Et on nous demande de vérifier que c'est cohérent avec la loi de Cauchy. Alors, je vous rassure, la loi de Cauchy, elle est absolument pas à connaître par cœur. C'est une erreur d'énoncé de ne pas l'avoir rappelée. Donc, on rappelle que la loi de Cauchy qu'on a donnée dans le cours, c'est n égale à grand A plus B sur lambda carré. Et donc, comment tester ça? On a mesuré n et on a mesuré lambda. Donc, on va tester ça on va tester la loi par régression linéaire. Donc les régressions linéaires sont des méthodes qu'il va falloir apprendre à maîtriser tout au long de cette année. Donc l'idée c'est de tracer dans un graphique y en fonction de x, où on va poser nous-mêmes y et x tels que, si jamais la loi est vérifiée, eh bien nos points, quand on va les tracer, ils s'alignent plutôt bien sur une droite moyenne. Donc ça, c'est une loi qui va être vérifiée. Et par contre, si la loi n'est pas vérifiée, vous allez obtenir quelque chose qui ne va évidemment pas s'aligner. Donc vous allez obtenir, par exemple, je sais pas moi, quelque chose comme ça. Donc là, la loi évidemment non vérifiée. Donc toute la difficulté réside dans le choix de y et de x. Il faut choisir y et x tel que lorsqu'on trace y en fonction de x, si la loi est vérifiée, on a une droite. Donc ici, il faudrait idéalement transformer cette équation en y égale ax plus b, tout simplement. Donc on va prendre, comme y, on ne va pas s'embêter, on va prendre n, tout simplement, n qui est donné dans l'énoncé, et comme x, il faut que je prenne quelque chose qui dépend de lambda, et donc ça va être en fait tout simplement 1 sur lambda carré. Donc ici, je vais tracer n en fonction de 1 sur lambda carré. Et donc là, en effet, si jamais les points sont alignés, on aura bien vérifié la loi de Cauchy, puisque mon y c'est n, mon x c'est 1 sur lambda carré, donc Cauchy s'écrit bien y, ça c'est n, égale à a plus b sur lambda carré, ça c'est Cauchy. X c'est 1 sur lambda carré, donc ça fait bx plus a, ça c'est bien une équation de droite. Donc c'est tout bon. Alors ensuite, pour le vérifier, on utilise la calculatrice. Donc je vais faire une vidéo qui montre comment faire une régression linéaire à la calculatrice selon le type de calculatrice que vous avez. Ici, moi j'ai utilisé un émulateur Casio. Donc voilà ce que j'ai obtenu. Donc j'ai tracé en liste 1, j'ai mis le contenu de x. Donc je vous rappelle que pour nous, x, ça c'est x que j'ai mis ici. X c'est 1 sur lambda carré. Donc j'ai mis 1 sur lambda carré dans la liste 1. Dans la liste 2, c'est y. Alors il faut, voilà, quand on utilise une calculatrice, il faut toujours mettre x en liste 1. C'est une chose à savoir pour ne pas avoir de problème, sinon il faut modifier les paramètres de la calculatrice. En liste 2, j'ai mis y, pour nous y c'est n. Donc vous voyez, j'ai mis tous les indices n. J'ai calculé la régression linéaire. Voilà ce que j'ai obtenu. Donc j'ai les paramètres à droite et j'ai les points ainsi que la droite de tendance en bas. Donc ici on voit bien que les points s'alignent selon une droite. Donc la loi de Cauchy est absolument vérifiée. La loi de Cauchy, elle est bien vérifiée. Et ensuite, dans l'énoncé, on me demandait de trouver les paramètres A et B de cette loi de Cauchy. Eh bien, nous, on a posé x qui vaut 1 sur lambda carré. Donc vous voyez bien que les paramètres A et B sont déduits directement des paramètres de la droite. A, c'est l'ordonnée à l'origine. Et B, c'est le coef directeur que je peux récupérer ici. Donc faites attention à la notation Casio. Hein. L'ordonnée à l'origine s'appelle petit b. Donc je vais la chercher ici. Donc pour nous, grand B va être égal à 1,714.
avec les 4 chiffres significatifs de l'énoncé. Et grand A, le coefficient directeur, il se trouve directement pour nous au niveau de petit a, ici, et donc on trouve 1,444 fois 10 puissance moins 2. Et ici, l'unité, il faut que B sur lambda carré soit adimensionné, donc ça va nous donner des micromètres carrés. Donc voilà pour cet exercice, il y a beaucoup de choses importantes. Maîtriser les calculs avec un prisme, c'est un grand classique. Il y a la partie sur la petite régression linéaire qu'on va apprendre à maîtriser tout au long de l'année. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sinon, j'espère que ça vous aura aidé.